Went down to the river, sit there all night long, wondering about my life, wondering what went wrong, blues in my body. Voilà, je vais couper la musique, je vous propose de commencer. Donc c'était un petit blues qu'on trouve, et puis pour moi, je trouve ça intéressant de commencer ces webinaires depuis 1 an et demi avec un peu de musique, salle d'attente, etc. Enfin voilà, ça fait partie justement du sujet du jour. Et avant de commencer justement, puisqu'on va parler un peu de ces webinaires, je vous propose quelques dingbats pour patienter. Voilà, donc un dingbat, en fait, c'est un jeu de mots ou une expression connue qu'il faut découvrir grâce aux mots eux-mêmes, suivant leur forme, leur placement. Je vous en propose 2, 3, je ne sais plus exactement. Alors, à votre avis, quelle est cette expression ? Je vous laisse écrire dans le chat pour voir, ça vous permet de vous entraîner avec vos doigts. L'arbre qui cache la forêt. Bien joué, Catherine Philibert. On enchaîne, effectivement, l'arbre qui cache la forêt. Allez, un autre. Quelle est cette expression ? Aussi un des enseignements de ces réunions justement notamment distancielles, et c'est un peu les jeux apéro qui reviennent. Je ne vois pas Gérald va nous donner une réponse. Mano à mano, allez, je vous aide. Non. Avoir 2 mains gauches. Oui, bon, c'était à gauche. Je suis d'accord que c'est capillotracté. Je n'en doute pas. Allez, je vous en propose un dernier, je crois. Alors, qu'est-ce que vous lisez ici ? Oh, la main heureuse pour celui d'avant. Quelle est cette expression ? Vous pouvez marquer le top départ d'ailleurs de ce webinaire. Catherine qui a l'air motivée. 3, 2, 1, 0 qui est haut. Effectivement, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Bravo Catherine, je crois que tu as l'habitude des dingbats. Voilà, merci et bienvenue à nos invités pour ce webinaire Microsoft 35 dans les entreprises 1 an après. Ce qu'on vous propose, qui est organisé dans le cadre de la semaine 42, qui est le festival numérique de Biz & Buzz, proposé par la Chambre de commerce et d'industrie avec le soutien de l'Eurométropole notamment. On a vu les petites règles, on va juste rappeler que le webinaire est enregistré pour proposer le replay des échanges que j'espère riches qui vont être proposés. N'hésitez pas à écrire dans le chat pour poser vos questions que je reprendrai pour les poser aux invités ou interpeller les uns et les autres, notamment tous les participants à certains moments. Voilà. Pour les modalités d'interaction, ça fait toujours du bien de les rappeler, notamment en distanciel. Essayez de couper le micro, la vidéo, sauf pour les intervenants, et d'être en écoute active. Voilà, si à un moment vous voulez parler, vous ouvrez le micro, vous indiquez simplement votre prénom. Oui, Roxana, le webinaire, effectivement, est enregistré. Voilà, si vous voulez pas apparaître dedans, il suffit de pas écrire dans le chat, ou surtout le chat on le verra pas à l'écran, je pense pas. Par contre, de ne pas prendre la parole dans ce cas-là. Voilà. Le check-in, pour terminer, un petit check-in qui me semble aussi intéressant, qu'on a mis en place aussi dans ces réunions à distance. Alors en ce moment, vous êtes plutôt à la maison, dans ce cas-là vous tapez 1, seul à AES ou ailleurs 2, plusieurs en coworking 3, plusieurs à la cool 4. En tout cas, le 2, c'est seul chez vous au travail. Alors, je vois du 1, du 2, du 3. Attends. Pareil, Pierre, ok. D'accord, je vais écrire également pour ma part. Je vais répondre, voilà. Ça, c'est fait. Ok. Très bien pour vos différentes remarques. Pareil, ça donne aussi une photographie quand on est en distanciel, de voir un peu quelles sont les conditions de travail des uns et des autres. Et donc, ça donne une bonne photographie, que ce soit en entreprise, avec des étudiants ou autres. Et ça a été une période compliquée, notamment avec les étudiants. On pourrait faire un sondage, oui, c'est moins rigolo. T'as raison, Marc. Et chez vous, c'est plutôt, ça aussi, ça me semble intéressant comme question, et chez vous, c'est plutôt
Alors, maison individuelle, maison en bande, plutôt maison à la campagne, pas grande ferme, mais surtout maison à la campagne. 4 plutôt en collectif. Est-ce que, alors, voilà, pareil, photographie aussi qui nous semble intéressante quand on est en distanciel. Ça peut laisser sous-entendre des petits problèmes techniques ou de partage de connexion selon les lieux d'habitation des uns et des autres. Alors, 4. Alors, chez vous, à domicile, je parle bien. Dans l'entreprise, évidemment, c'est autre chose. 4, 1, 4. Et je vous laisse. 4. Ok, allez, je vous propose d'avancer. Et pour terminer, est-ce que à cet instant, par rapport, ben voilà, vous êtes là, vous êtes inscrit à ce webinaire, vous êtes plutôt A, B, C ou D? J'espère qu'il n'y a pas de D, mais je ne vais pas influencer. Bon, j'ai un A pour un utilisateur inconnu. Mais je crois comprendre les initiales. 1. Du coup, ça m'a l'air plutôt encourageant. Allez, je vous propose du coup de rentrer dans le... Ah, vous ne voyez plus les images. Est-ce qu'il n'y a que Roxana ou c'est pour tout le monde? Si quelqu'un peut me répondre. C'est revenu, d'accord. Ah, tiens, c'est bizarre. Bah, du coup, je vais peut-être enlever ma vidéo. Alors, je ne sais même pas si je l'avais. Oh, je vais l'enlever. Peut-être qu'on va gagner aussi en qualité. Voilà. Ok, du coup, et si maintenant je vous dis par rapport à ce webinaire, donc le thème du jour, Microsoft 365, vous êtes plutôt un explorateur, vous venez ici, alors pas dans cette formation, mais pour acquérir des compétences ou entendre vraiment de l'expérience très opérationnelle, vous êtes plutôt curieux, vous êtes plutôt, vous savez très bien ce que vous voulez chercher, ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir été contraint de venir ici? 5, 6, 7 ou 8. Alors, 6, curieux, curieuse. Ok, donc j'ai beaucoup de curieux, on va essayer de... Christophe, je te reconnais bien. Voilà, en tout cas, le challenge est pour les intervenants qui vont arriver très rapidement. Et dernière question, je crois, histoire de commencer à se mettre. Votre entreprise, chez vous, vous avez déployé... je dis bien dans votre entreprise, pas dans celle que vous accompagnez, vous avez déployé Microsoft ou un autre, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous dire lequel dans ces outils collaboratifs. Sachant que yes, donc on a déployé effectivement plutôt Microsoft. Microsoft. Bon, je pense que la plupart des... Et voilà, Stéphane, je m'en doute un peu. Ok, donc ça donne un peu une vision de ce qu'on a fait. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on est dans les temps, rassurez-vous, de revenir donc pour cette présentation. Comment ça va se passer? Donc, c'est peut-être un petit rappel. Donc, pourquoi on a eu l'idée de proposer ce webinaire? En fait, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont déployé des suites bureautiques dans le cloud, notamment, et avec des suites de services complémentaires, que ce soit Microsoft 365 ou d'autres. Effectivement, la crise sanitaire, elle a accéléré cette réappropriation, cette utilisation par leurs salariés. C'est le cas à AES, où je m'occupe de l'innovation notamment, qui propose une table ronde, du coup, avec la communauté. Non, il n'y a pas la communauté, puisqu'ils ont eu un bel événement récemment, pour un partage d'expérience. Et donc, on a avec nous Stéphane, Marc, Emmanuel et Christophe, qui se présenteront au fur et à mesure des présentations, pour avoir ce partage d'expérience. Et donc, ce qu'on s'est dit, donc on a échangé avec Marc pour voir justement avec un client qui l'accompagne, en l'occurrence les voyages Cunégel, et pareil, ES, où on est accompagné avec Christophe d'ATO ICS. Voilà. En quelques mots, je te passe la parole. Peut-être Stéphane, si tu veux te présenter en quelques mots, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, on vous propose 3 interventions. Il y aura des questions à chaque fois et puis un jeu de questions, notamment à la fin.
également qu'on proposera avec les participants, bien sûr. Donc Stéphane. Merci Bernard pour cette introduction. Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Stéphane Verticapa-Cunegel, je suis responsable de la transformation digitale des entreprises LK et je suis très content de participer à ce webinaire qui est très pertinent et très intéressant. Alors je vous dis tout de suite en introduction, nous on triche un petit peu, ça fait pas un an tout pile qu'on a Office ou Microsoft, puisqu'on peut utiliser les deux noms. 365, ça fait un peu plus de 6 mois, mais c'est assez intéressant pour pouvoir quand même en discuter aujourd'hui. Donc on avait 3 slides différentes à préparer. La première, c'était un peu présenter rapidement l'entreprise. Donc les entreprises LK, donc c'est plusieurs entreprises. LK du nom de son fondateur Lucien Cunegel. C'est une entreprise familiale alsacienne qui a été créée en 1934 et qui est détenue encore aujourd'hui par la famille Cunegel à 100%. Alors au niveau des activités, c'est un peu complexe, donc je vais vous expliquer rapidement les 3 activités qu'on a. Donc aujourd'hui, les entreprises LK, c'est surtout 10 entreprises de transport de voyageurs. Quand on dit transport de voyageurs, on dit autant du transport occasionnel ou touristique, du transport de personnel sur des usines ou sur des lieux de travail, des lignes régulières également partout dans la région, des transports urbains. Si les transports urbains de Célestat, le TIS ou de Saint-Louis Distribus vous parlent, en fait, c'est nous qui sommes exploitants de ces transports-là. Mais nos entreprises de transport, c'est également des navettes touristiques, comme par exemple la navette des Crêtes ou aussi les navettes de Noël sur la route des vins d'Alsace. Donc voilà pour nos activités de transport. Donc ça, c'est 10 entreprises. À côté de ça, on a aussi 15 agences de voyage. Donc ça, c'est 2 entreprises de tourisme, mais 5 marques commerciales. Donc sur différents secteurs d'activité dans le domaine du tourisme et du voyage. Et enfin, les entreprises LK aussi, ces dernières années, c'est de nouvelles marques, de nouveaux concepts et aussi de l'innovation. On a tendance à dire qu'on est une vieille entreprise dans le côté positif, puisqu'on est assez âgé, mais on essaye de nous remettre en question constamment et de proposer de nouvelles initiatives. Enfin, sur les entreprises LK, en quelques chiffres, donc aujourd'hui, c'est 700 collaborateurs, dont la majorité sont des conducteurs. C'est 450 véhicules, du petit minibus jusqu'au très beau véhicule de grand tourisme. C'est 70 000 personnes qui sont dans nos véhicules tous les jours. Et on est très fiers de le dire en Alsace, 70 000 personnes tous les jours et 17 millions de kilomètres parcourus par nos véhicules par an. Donc voilà une petite rétrospective sur les entreprises LK. Merci pour juste cette première slide. On voit que beaucoup de collaborateurs, beaucoup sur le terrain, et donc vous avez déployé Microsoft 365. Et donc aujourd'hui, vous en êtes où? Du coup, je te mets la slide pour juste rappeler des chiffres, effectivement. Ouais, alors faut savoir que nous, on a fonctionné sur une philosophie un peu différente, peut-être. C'est-à-dire qu'on n'a pas déployé Office 365 sur l'ensemble de nos services et entreprises. En fait, aujourd'hui, on l'a surtout déployé sur la partie tourisme. Donc aujourd'hui, sur la partie tourisme, on a 45 users actifs, 25 équipes Teams différentes qui ont été créées. Ça, c'est très intéressant sur la partie collaborative. Au total, ça a été 45 heures de formation avant de déployer la solution. Et aujourd'hui, finalement, c'est que le début du chemin puisqu'on a encore 115 users à migrer. Travail qu'on va faire d'ailleurs en collaboration avec Marc qui prendra la parole juste tout à l'heure. Donc voilà, on a encore un gros chemin à faire, mais on avait vraiment cette philosophie de faire du test and learn, c'est-à-dire de tester sur une plus petite activité qui est l'activité tourisme chez nous aujourd'hui, voir comment c'est appréhendé par les utilisateurs, voir comment on pouvait mettre en place des méthodes collaboratives grâce à M365 pour ensuite le déployer à l'ensemble de l'entreprise. Et surtout, un chiffre qui est important, c'est pas tant un chiffre, mais plutôt un élément. M365, s'il y a bien une chose qu'on a compris, c'est que c'est une nouvelle philosophie du travail collaboratif à déployer, à comprendre et aussi à faire comprendre. Et quand juste tu dis qu'il y a 25 équipes Teams, en fait, c'est des équipes qui ont été créées par métier, par thématique. Ouais, alors j'ai envie de dire les deux. Alors, on a fonctionné en fait aussi au niveau du tourisme par service, parce qu'en fait, on a des agences de voyage partout sur le territoire alsacien. Donc, ça veut dire que déjà chaque agence avait sa propre équipe Teams pour qu'elle puisse collaborer, que ces équipes-là puissent collaborer entre elles. Donc ça, on est plus sur la partie point de vente, mais on a aussi déployé en fait des équipes Teams par service. Donc, c'est-à-dire par exemple toutes nos agences de voyage commercial qui sont ensemble dans une seule et même équipe pour faire du partage collaboratif de documents ou faire également du partage d'informations sur ce qui se passe actuellement, surtout que sur le tourisme, vous vous en doutez, avec la pandémie, il y a beaucoup d'actualités.
Mais aussi des équipes projets, en fait. Ça, c'est le troisième élément. On a aussi monté pas mal d'équipes projets. Quand on a des projets transversaux, en fait, Teams nous intervient là-dedans pour pouvoir travailler en collaboratif et à distance. Et les heures de formation, c'est du sur-mesure ou c'est un programme qui a été déployé systématiquement pour tout le monde? Alors, les heures de formation, ça a été un programme qui a été déployé dans un premier temps par tout le monde. On a fait des petites sessions en fait, de 5-6 utilisateurs avant de lancer la solution pour déjà comprendre quels étaient leurs besoins, leur faire comprendre aussi que la philosophie du travail allait évoluer. Et en fait, le temps, il n'est pas tellement passé, on n'a pas tellement passé de temps sur les outils, mais plus, je pense, sur la philosophie de l'utilisation de M365. Et le reste des heures de formation, en fait, ce que j'ai inclus là-dedans, c'est des petits points en fait, mensuels qu'on fait pour pouvoir parler des nouveautés ou les petits points où moi j'interviens auprès des services plus spécifiques pour déployer de nouvelles solutions en fait, de 365. D'accord. Et quand tu parlais des équipes de 5-6 personnes là, pour les formations, c'est le manager et ses collaborateurs ou pas spécialement? C'était au fur et à mesure des demandes? Alors, ça a été structuré. En fait, on a là pour la partie formation, on a mélangé en fait l'ensemble des services. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit que le manager et le collaborateur, c'est-à-dire qu'il y avait des gens issus de plusieurs métiers, parfois des métiers totalement différents. Donc là, c'était vraiment sur une formation plus basique. Et ensuite, on s'est rapproché en fait de chaque entité pour intervenir et là pour construire en fait des modèles sur mesure pour chacun des services. D'accord, je pense que ça fera écho pour Emmanuel qui va intervenir un peu plus tard, effectivement, côté IS. Voilà, effectivement, je vous ai demandé à chacun de partager avec nous 3 idées. Donc, je te laisse un petit peu en parler, justement. Oui, tout à fait. C'est pas facile d'en retenir que 3, ou même d'en trouver 3 exacts. Donc, la première, qui est pour moi la plus importante, c'est qu'en fait, pour moi, le plus grand défi du déploiement de M365, c'est surtout un défi managérial, c'est-à-dire un défi humain. Et ça, c'est l'élément qui était très important pour nous de comprendre. Et c'est pour ça qu'en fait, la première partie, les premiers collaborateurs qui ont été formés et sensibilisés au sein de notre entreprise, ça a été en fait vraiment les managers, le comité stratégique chez nous, qui a vraiment été sensibilisé à l'outil et à ses apports. Et quand je dis un défi humain, nous, dans notre entreprise, on a des collaborateurs qui sont dans l'entreprise depuis des fois 30-35 ans. Donc, passer à M365, c'est aussi une nouvelle philosophie de travail. C'est pas toujours évident, mais leur faire comprendre, et s'ils comprennent l'avancée de ce projet, en fait, c'est super intéressant. C'est pas du tout, en fait, un défi technique. Marc le dit d'ailleurs souvent, c'est vraiment un défi humain, c'est-à-dire comprendre les besoins des utilisateurs et leur prouver que M365 répond à ces besoins. La deuxième grande idée que je voulais partager, c'est que parfois ça peut paraître être une aventure sans fin, donc il ne faut pas se décourager parce que c'est une aventure sans fin avec des perspectives immenses. C'est-à-dire quand on travaille en mode projet sur le déploiement de 365, on a tendance à se dire punaise, il y a toujours énormément d'éléments à déployer, mais ça apporte des perspectives incroyables. Ça va des fois du petit applicatif de gestion des tâches, mais jusqu'au déploiement de la Power Platform dans l'entreprise. Donc les perspectives sont vraiment immenses. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un seul et même outil qui peut permettre d'explorer plein de fonctionnalités différentes. Et ça, aujourd'hui, dans des métiers qui sont de plus en plus connectés, de plus en plus informatisés, pouvoir dire aux utilisateurs de dire, avec un seul outil, je vais vous proposer un tas de fonctionnalités différentes qui va vous faciliter la vie au quotidien, c'est hyper intéressant et c'est très riche pour l'utilisateur. Ok. Et du coup, des règles du jeu. Ouais, exactement. Ça, dès le début, en fait, avant même de lancer la mise en pratique ou avant même de lancer le déploiement ou même les formations, on s'est dit d'abord, on doit analyser et comprendre les besoins des users. Ça, c'était la première étape. Donc, en fait, on a audité les besoins de nos users qu'on a présenté ensuite lors du déploiement à Marc sur les besoins qu'avaient ces utilisateurs. Et ça nous a permis, en fait, de déployer quelque part la solution de façon sur mesure. Et ce qui est super important, c'est de définir des règles du jeu. Dès le début, en fait, expliquer comment est-ce qu'on va utiliser les différents outils. Nous, par exemple, une des règles du jeu, ça a été de dire en interne, on n'utilisera plus l'email. L'email en interne ne fait plus sens, plus besoin de vous connecter sur Outlook. En interne, vous utilisez uniquement les équipes Teams pour communiquer de façon collaborative, ce sera beaucoup plus riche. Ou si vous avez du one-to-one sur des petites discussions, vous utilisez Conversation.
Et ces règles du jeu, c'est hyper important et on s'est rendu compte que ça marche parce qu'encore hier, on a fait l'export statistique avec notre responsable du projet sur le service IT. On a fait l'export statistique sur l'utilisation de M365 dans notre entreprise et on s'est rendu compte que sur ces 180 derniers jours, aujourd'hui, Teams est plus utilisé que Outlook qui était le logiciel surutilisé dans notre entreprise. Donc, on a défini des règles du jeu, ça a marché et c'est une des premières étapes qui a été franchie. Ok. Et est-ce que tu parlais beaucoup de conversations Teams, Yammer, vous l'avez déployé? Non, pour l'instant, Yammer, on a décidé de ne pas le déployer parce que tout simplement, Office 365 n'est pas encore déployé sur l'ensemble de notre structure. Donc, ça sera, pour moi, Yammer, le réseau social d'entreprise, c'est un peu presque l'apothéose, en fait. Donc, on sera c'est vraiment la solution qu'on déploiera certainement en dernier. Mais c'est un choix stratégique en interne. Oui, tout à fait. Ok, en tout cas, merci pour ces défis. Tu as parlé de Marc, donc Marc, tu vas te présenter et vous accompagner notamment des entreprises et en l'occurrence Stéphane sur le déploiement de Microsoft 365. Donc je te laisse peut-être te présenter Itizi. Ouais, tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Marc Trottmann. Donc, je suis le gérant d'une structure qui s'appelle Itizi, qui accompagne les organisations autour de l'adoption d'Office 365, autour des usages et de la gouvernance. Ce que j'ai l'habitude d'appeler, on parle beaucoup de transformation numérique aujourd'hui, c'est surtout d'axer cette transformation numérique sur l'angle interne et de parler plutôt de transformation digitale interne des organisations, c'est-à-dire travailler sur l'amélioration de la productivité et l'efficacité individuelle et collective des collaborateurs au sein de l'organisation. Donc ça va toucher, on en parlera un petit peu tout à l'heure, beaucoup sur les aspects humains. En termes d'activité, deux volets principaux, le volet réellement autour de la conduite du changement, l'accompagnement au changement et la gouvernance. Donc le mot gouvernance, c'est un petit peu à mettre en résonance avec la notion de règle du jeu qu'évoquait Stéphane tout à l'heure, et la finalité étant effectivement l'adoption par les utilisateurs et l'autre pilier de cette transformation digitale interne, c'est la digitalisation et l'automatisation de processus métiers au travers de composants principalement de la Power Platform au sein de l'environnement Microsoft 365. Okay. Voilà quelques chiffres. Alors on n'est pas sur du 1 an après, mais on est un petit peu sur le nombre de clients accompagnés, de missions réalisées, nombre d'utilisateurs qui ont été accompagnés de séminaires, de webinaires réalisés. Ce qui est important par rapport à ça, l'idée c'est pas faire une bataille de chiffres en fait, mais c'est simplement de se rendre compte que sur ces 50 clients accompagnés qui sont de tout secteur, de tout type d'activité, de toute taille, il y a des dénominateurs communs en termes méthodologiques, en termes de bonnes pratiques, et on retrouve systématiquement, quelle que soit la taille des structures, que ce soit des ETI, des PME ou même des TPE. On a un certain nombre de dénominateurs communs et d'indicateurs clés dans la méthodologie, de la manière d'appréhender un déploiement de ce type de solution au sein d'une organisation, ce qui va faire probablement résonance avec les 3 phrases qui sont sur la slide d'après. Pour le coup, si tu peux juste passer sur la suite, voilà. Voilà, donc sur les 3 idées que je voulais effectivement partager avec vous, la première, c'est effectivement, et Stéphane l'a bien dit tout à l'heure, c'est de bien comprendre qu'un déploiement de Microsoft 365 est une démarche d'entreprise et que ce n'est absolument pas un projet technique. Donc ça, c'est la première erreur effectivement à ne pas faire, c'est de considérer qu'un déploiement, même s'il y a une connotation technique dans une mise à disposition des outils, le facteur humain est important, comme l'a exposé Stéphane tout à l'heure. L'autre point qu'il a évoqué, et j'insiste aussi parce que c'est un élément important, c'est le fait que cette démarche d'entreprise touche l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et ça part du comité de direction ou du comité stratégique
qui doit faire office de sponsor pour appréhender la démarche et pour asseoir un petit peu ce mode de fonctionnement. Donc c'est un point effectivement très très important, que c'est une démarche. Donc quand on dit démarche versus projet, si je fais un peu le parallèle avec ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est un peu la démarche, c'est un peu sans fin en fait, là où le projet a une date de fin. Donc une démarche, on est dans une continuellement en train de mettre en place, de répondre à des besoins et d'avancer progressivement en fonction d'une maturité numérique, d'une adoption qui va être prise et effectuée par les utilisateurs. Et c'est pour ça que le deuxième point également important, parce que c'est souvent aussi moi ce que je constate auprès des clients que j'accompagne, c'est le fait de dire j'ai les outils, j'utilise les outils, pour moi c'est bon, le travail est fait, je consomme les outils donc c'est bon. Alors qu'en fait effectivement c'est pas parce qu'on travaille avec les outils qu'on a réellement adopté la philosophie globale de la plateforme et le vrai potentiel de ce que permet de faire la plateforme. Souvent moi les clients que j'accompagne sont assez surpris du potentiel et se sont mis des freins psychologiques simplement par ignorance de savoir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir au sein de la plateforme, parce qu'effectivement la plateforme est complète et n'est pas complexe. Souvent elle est vue comme complexe, mais elle est plutôt complète. Et c'est pour ça que le troisième point, et là aussi, n'hésitez pas à vous faire accompagner avec des structures qui ont cette vision sur cette plateforme, sur la complétude de la plateforme, sur les évolutions aussi à venir de la plateforme, parce que ça, c'est un élément important. Si vous avez déployé l'environnement Microsoft 365 en début de confinement et que vous regardez un petit peu l'état, et je vais prendre l'application Teams et les réunions au sein de Teams un an après, vous vous rendez compte qu'il y a eu pas mal d'évolutions qui vous ont été mises à disposition. La plupart de ces évolutions peuvent être également anticipées, ce qui peut aussi avoir un impact sur les plans de formation ou les plans d'accompagnement de vos utilisateurs. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc je vais parler aussi pour Christophe qui prendra la parole tout à l'heure, parce que je pense que il aura probablement le même discours. Ne réinventez pas la roue. Et essayer de vous appuyer effectivement sur des solutions, sur des personnes. Alors je dis personnes et solutions, parce que souvent aussi Microsoft 365 c'est pas forcément une fin en soi. Il y a aussi tout un écosystème d'applications qui vont permettre de compléter un petit peu l'environnement pour répondre à des problématiques et qui sont très facilement mises en œuvre autour de justement de ce que permet de faire le cloud aujourd'hui et d'apporter des réponses avec des logiciels métiers ou des petites solutions software as a service qui permettent de répondre à des problématiques très fines. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au travers peut-être des questions que vous aurez par la suite. J'en ai pas mal pour vous pour plus tard. Il y a une remarque de Catherine Philibert qui évidemment est complètement d'accord avec ta première approche démarche d'entreprise versus projet technique, qui rappelle que trop d'entreprises le considèrent Microsoft 365 encore comme un projet informatique pur, alors qu'effectivement c'est bien au-delà. Voilà. Merci Marc pour cette rapide présentation. Juste comment ça s'est passé en LK, c'est du démarchage d'Itizy vers les Kunigel, ou c'est LK qui vous a contacté? C'est juste un peu la genèse de vos échanges qui peut être intéressant. Alors, la genèse des échanges, c'est fait par une recommandation d'un fournisseur de logiciels, par ailleurs, de logiciels métiers de LK, qui nous a mis en relation, effectivement, parce que j'avais travaillé chez ce client-là pour déployer aussi et pour les aider à déployer Microsoft 365 chez eux. Ça a fonctionné par recommandation. Et puis au final, ça a démarré. Alors ce qui est assez intéressant, et c'est ce que disait Stéphane, la première étape a été une notion de sensibilisation du comité stratégique de LK, toute la strat top management. Et si aujourd'hui il y a un succès dans l'adoption, c'est aussi parce que les choses ont été faites effectivement dans cet ordre-là. Et justement, Stéphane,
c'était quoi en gros, ta première question, ton premier souci avant justement d'arriver sur cet accompagnement du top management ou en tout cas du comité de direction? La première question pour Marc ou Oui, pour Marc, oui. En fait, dans vos échanges, en fait, dans ton approche de Marc, c'était quoi finalement le premier souci que tu avais ou les premiers questionnements que tu avais avant d'arriver sur cette solution? Le premier questionnement, et c'est un peu, c'est déjà comprendre comment appréhender, je pense, la plateforme, parce que quelque part, un peu ce qui est sa force, je pense, de la plateforme, mais aussi peut-être son défaut, c'est qu'il y a tellement de solutions qu'on peut peut-être parfois avoir. Je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de vouloir tout déployer d'un coup aussi. Donc, c'était vraiment comprendre comment fonctionne la plateforme et en fait pouvoir mettre tout ça dans un calendrier demain, quoi. Hein. C'était un peu, c'était surtout ça, je pense, l'objectif. D'accord. Merci à vous deux, et puis on aura l'occasion d'échanger un peu plus tard sur un certain nombre de questions. Emmanuel, je vais te passer la parole pour présenter rapidement ES et puis développer un peu nos approches au sein de l'entreprise. Voilà. Merci Emmanuel, Bernard. Merci Bernard. Ravi d'être avec vous aujourd'hui et de parler après Stéphane et Marc, parce que il y a plein de choses qui m'ont interpellé, comme on dit, et pour rebondir sur la remarque de Catherine dans le chat, oui, c'est souvent considéré comme un projet informatique, et d'ailleurs chez nous, c'est porté par l'informatique, mais très étrangement, je ne viens pas du tout du monde de l'informatique, ni Bernard, ni Sandra, ni Isabelle, donc on a fait venir des gens à l'informatique ou dans le projet qui nous rassemble aujourd'hui, pour accompagner les métiers. Donc, je suis chef de projet culture digitale à l'ES et j'ai plus un background de chef de projet que culture digitale ou surtout informatique. Bernard nous a demandé de vous présenter donc notre entreprise. Alors nous, on est comme LK, on est une vieille dame. Enfin, on les fait pas. Hein. On a 120 ans. On a été créé à la fin du 19e siècle. Bon, voilà, qui est dit. Nous sommes 1300 salariés, donc c'est intéressant par rapport au déploiement de M365. On est sur plusieurs sites. On a surtout 4 activités. Alors, beaucoup de gens nous connaissent peut-être sous la marque ES, qui est le chapeau de ces activités. Et comme activité, nous avons un distributeur d'électricité qui, lui, a une marque qui s'appelle Strasbourg Électricité Réseau. Donc, on les appelle les hommes en bleu. Vous les voyez quand il y a des tempêtes, et puis vous les voyez aussi quand il n'y a pas de tempête. C'est eux, les hommes en bleu, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc, beaucoup de mobilité pour ces collaborateurs. Vous avez aussi le domaine de la fourniture d'énergie. C'est votre contrat de gaz, c'est votre gaz naturel, c'est votre contrat d'électricité. On a aussi une activité de service énergétique qui vient pour l'entretien des chaudières, l'installation de grosses installations liées à tout ce qui est service énergétique, et une activité en plein développement autour des énergies renouvelables avec 400 gigawattheures d'énergie renouvelable, si cela vous parle. On travaille beaucoup dans la biomasse, donc dans le bois comme source d'énergie, dans la géothermie, c'est-à-dire l'eau chaude en profondeur, et pour le photovoltaïque dans la partie ES Énergie Strasbourg. Donc voilà un peu nos domaines d'activité. Et ce qui est important, je pense, pour M365, c'est la variété des métiers, la sédentaire versus mobile, les fonctions transverses aussi DS. On a du DRH, de l'ADF, comme j'allais dire, une société classique. Donc, Microsoft 365 chez IS un an après. Alors, avant de parler d'un an après, je voulais déjà parler un petit peu de avant M365. Pourquoi ? Parce que comment on était avant, pour dire comment on est maintenant. Alors, on s'est toujours pensé comme un acteur de la transformation digitale et de l'innovation. En tout cas, il y avait une volonté à l'ES d'être cet acteur-là. Alors, très clairement, ça se traduisait dans des faits pour nos clients, des agences en ligne, des outils d'aide à la maîtrise de la demande d'énergie, par exemple, et puis plus récemment, les fameux compteurs communicants pour l'électricité.
Et puis le webinaire du jour s'inscrit là-dedans aussi, d'ailleurs. Exactement. Bernard est un fer de lance de notre volonté de nous transformer digitalement et d'innover. Bernard a été aussi un fer de lance dans notre volonté de participer et d'ailleurs d'être fondateur et organisateur avec Alsace Digital du Hacking Industry Camp depuis 2015. Donc, on a vraiment une volonté, en tout cas, d'être partie prenante. Très clairement, dans l'entreprise, il y a un vaste programme de digitalisation depuis 10 ans qui se traduit essentiellement, j'allais dire, par le développement de la bureautique, bien entendu, mais aussi de beaucoup de systèmes informatiques pour des métiers. Donc, récemment, j'ai découvert tout ce qui tourne autour de la facture fournisseur, bien sûr, autour de la gestion de nos clients. Donc, très clairement, on digitalise de plus en plus pour simplifier la vie de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients. Avant Microsoft 365, il y a un réel accompagnement des managers et des collaborateurs par rapport à cette digitalisation des processus. Et je suis d'accord avec Stéphane qui l'a bien mis en avant. Il y a un réel accompagnement humain à faire, je veux dire. Avant de parler d'outils techniques, il y a des humains qui vont utiliser ou qui vont devoir faire utiliser ces outils. Donc voilà un petit peu pour dresser le chemin de l'avant Microsoft 365, mais qui continue après Microsoft 365 et avec Microsoft 365. On a eu le NEFA, on a déployé techniquement, c'est un coup de bol, Microsoft 365 en novembre 2019, autant dire juste avant la crise sanitaire de mars 2020. Donc 1300 salariés, on n'avait pas formé, on n'avait pas informé tout le monde par rapport à l'utilisation de Microsoft 365. Donc pendant la crise sanitaire, j'imagine, comme beaucoup d'autres entreprises, on s'est approprié, les métiers se sont appropriés les outils Microsoft 365. Alors déjà le b.a.-ba, étant donné qu'on était en télétravail pour la plupart des personnels étaient sur site pour des raisons d'obligation technique, on va dire ça comme ça. Il a d'abord fallu mettre à disposition le matériel. Donc on a eu une équipe à l'ES très réactive. Les personnes qui n'étaient pas dotées, tout simplement, j'allais dire de PC, ont été dotées de PC. Donc déjà ça c'était le prérequis. Et on a appris en marchant, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont un peu plus geeks que d'autres, qui sont allés sans aide. Et puis il y a eu assez spontanément des réunions de prise en main. D'ailleurs, je dois remercier Bernard et Christophe qui sont autour de cet écran parce qu'il y a eu des réunions proposées, des petits webinaires d'1 heure où voilà, on pouvait poser des questions et puis on nous expliquait un petit peu comment ça marchait. Et puis, de manière plus formalisée, il y a eu des managers qui ont très rapidement réagi en demandant des webinaires pour leurs équipes, pour aussi réfléchir à comment s'organiser, ce qui s'organisait à travers du SharePoint, à travers du Teams, c'est ce qui faisait du Yammer, ou voilà. Donc, il y a eu cette organisation qui s'est faite un petit peu, comme je dis, apprendre en marchant. Après, très clairement, on est revenu sur site. On est toujours en crise sanitaire, mais bon, on n'est plus en télétravail. En tout cas, on a toujours la possibilité de faire du télétravail. Donc, on est assez régulièrement en mode hybride. Donc là, l'équipe dirigeante, c'est-à-dire notre top management, comme dit Bernard, a bien compris qu'il y avait un enjeu de finir cet accompagnement du déploiement technique de Microsoft 365. Le déploiement technique a eu lieu. Maintenant, il fallait finir, entre guillemets, à supposer, comme le dit Stéphane, c'est sans fin, quoi. On accompagnera toujours parce qu'il y aura toujours des nouveautés. Du coup, on s'est organisé en mode projet. Et dans ce projet d'accompagner l'évolution de nos modes de management et de travail, Bernard en fait partie, Christophe en fait partie, et d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'informatique. L'idée, c'était de recenser auprès de ces 1300 collaborateurs qui font partie d'entités ou de services leurs besoins, leurs réels besoins. Pas dire vous devez avoir besoin de ça. On est allé les voir parce que chaque métier est spécifique.
On a mis en avant, on les a réunis aussi, on a mis en avant des réalisations parce que bien entendu, dans l'entreprise, il y a des gens qui vont un petit peu plus vite que les autres et c'est super. Il faut profiter de ces gens qui sont allés un peu plus vite, de ces services qui sont allés un peu plus vite pour les mettre en avant, pour donner envie aux autres de faire et puis pour montrer ce qu'on peut faire avec Microsoft 365. Et pour faire ça, on a identifié ce que j'appelle les geeks. Alors, c'est pas obligatoirement des geeks, c'est des gens qui ont peut-être un peu moins peur, qui ont peut-être un peu plus d'idées, qui sont peut-être un peu plus créatifs ou qui ont peut-être des managers qui sont peut-être un peu plus ouverts. Donc voilà, on a identifié ces collaborateurs clés. Microsoft 365 les appelle les champions. Voilà, donc on a identifié quelques-uns de nos champions. On continue à le faire, hein, Bernard. Ouais. Alors juste une remarque, parce qu'effectivement, on va dire que sur les 3 premiers points, c'était quand même beaucoup l'informatique et évidemment la dynamique managériale qui était en fer de lance, on va dire. Mais pour passer au mode projet sur la dernière partie, à un moment, on a réuni la communication, les RH, l'informatique autour de la même table pour avoir une vraie réflexion là-dessus. Et on a aidé pour un premier audit, une première approche par Catherine Philibert, puisqu'elle est avec nous, notamment, qui nous a aidé justement à pointer un peu vers où on pourrait aller, quelle feuille de route avoir, qui nous a permis aussi de décider d'aller justement vers ces différentes entités. Ça, tu peux peut-être en parler, Emmanuel, parce que finalement, oui, je vais rebondir là-dessus. Tout à fait. Volontiers, si tu changes de slide, parce que ça fait le lien, c'est parfait avec le lien suivant. Donc, en effet, alors je ne savais pas que c'était Catherine, donc merci à elle et à sa structure. En effet, fort de ce constat, on a réuni l'équipe dirigeante et on leur a dit on a besoin de vous. Alors ils étaient moteurs par rapport à cette volonté de se faire accompagner par rapport au déploiement de Microsoft 365. On s'est dit il faut quand même qu'on partage avec les salariés la vision que vous avez. Cette vision par rapport on fait pas, comme le disait je crois Stéphane, c'est pas un outil, c'est pas l'utilisation d'un outil. Il y a au-delà de cet outil. Donc, pourquoi Microsoft 365 ? Donc, j'ai partagé avec vous sur cet écran la vision qui était la nécessité de booster la transformation numérique pour simplifier, parce que je vais pas vous l'apprendre, le monde est de plus en plus compliqué. La relation et toutes les relations, toute notre façon de travailler, que ce soit en interne ou vers nos clients, doivent être simplifiées. Il faut que les choses soient plus fluides, d'une façon plus simple. Donc, c'est booster la transformation numérique, c'est pour simplifier, pour gagner en performance, donc en interne comme en externe, et puis pour accompagner ce que je disais avant, l'évolution de nos modes de management et de travail. Donc, c'était vraiment, pour nous, pour une boîte de notre taille, j'allais dire, il était important de partager la vision de l'équipe dirigeante et que les collaborateurs en fassent sienne, j'allais dire, cette vision. Donc, on est toujours dans cette idée de simplifier, de gagner en performance et d'accompagner. Alors, une fois ceci dit, j'ai voulu mettre en avant l'importance de communiquer. Alors, communiquer pour communiquer, non, mais communiquer pour s'appuyer sur ce qui a été fait, ce que je disais avant, spontanément dans les équipes. Parce que la communication, elle se fait d'une façon informelle, ce qui est très, très bien. Mais d'une façon informelle, on ne touche pas tout le monde. Donc, on a vraiment voulu communiquer sur ce qui a été fait dans les équipes. Et il y a plein de très, très belles choses qui ont été faites. On a aussi en communiquant, on a communiqué via des démonstrations. Parce que c'est une chose de dire, voilà, on a mis en place, on a dématérialisé nos formulaires RH, plus aucun papier circule, maintenant tout se fait en ligne, c'est encore mieux de le montrer. Et avec une petite démonstration, c'est super plus parlant et on peut la regarder à n'importe quel moment. On a aussi, et je pense que ça a été très apprécié par des managers qui étaient peut-être plus dubitatifs par rapport à ce déploiement de M365, on a fait avant-après. Donc, on a montré, par exemple, des applications qui ont été développées. Je pense notamment à la gestion de nos objets de relations publicitaires. On avait une application dédiée pour la gestion de nos objets de relations publicitaires.
On a développé en une semaine le nouvel outil pour gérer ces objets de relations publicitaires. Ça nous a pris, je sais pas, en nombre de mois, énormément moins de mois que la première application, et en coût, c'est pas comparable. Donc, on avait les chiffres, on les a montrés aux managers, on a fait ça sur plusieurs projets, notamment le simulateur photovoltaïque. On a un simulateur photovoltaïque où le client peut, avec le commercial, placer les panneaux photovoltaïques sur son toit, changer le matériel, et il voit exactement ce que ça va lui apporter. Donc tout ça, on l'a montré. On a mis clairement des idées de chiffres et de gains. Et puis après, on a mis à dispo de nos collaborateurs, on a communiqué sur des trucs et astuces, parce que tous les collaborateurs, alors on est en train de le faire, hein, ça aussi c'est sans fin, comme le dirait Stéphane. Il y a des petits trucs sous Teams, sous SharePoint, sous Yammer, sous List, sous Form, sous Planner, qui simplifient la vie. Et finalement, ce qu'on retient le plus d'un outil, c'est quand on l'utilise d'une façon très fluide et d'une façon très simple, sans faire d'erreur. Donc, on est en train de développer et de communiquer sur nos trucs et astuces qu'on partage. Ça peut être des trucs et astuces de collaborateurs. Donc voilà sur le deuxième point que je voulais partager avec vous. Par rapport à une troisième idée, en fait, je pense qu'il faut garder en tête qu'on veut toujours faire extrêmement bien pour nos clients, faire les parcours digitaux les plus fluides, l'offre la plus facile à comprendre, la moins chère, la plus performante. Moi, je dis qu'en interne, avec M365, il faut faire pareil pour nos collaborateurs. Donc, on doit apporter la même qualité d'utilisation à nos collaborateurs aussi bien qu'à nos clients. Donc, on essaye avec Bernard et avec Christophe. Donc, comme l'a dit Marc, on s'est fait accompagner on a créé une petite cellule M365 qui est à disposition des métiers quand ils ont une question, basiquement, j'allais dire, d'utilisation, mais parfois des idées de développement, ou peut-être ils pensent que ça serait possible dans Microsoft 365. Ils appellent via Teams Christophe Pierre, qui a été complété, j'allais dire, par Mourad Benrouma, donc qui travaille dans une société qui s'appelle ATO ICS encore pour quelque temps. Et donc Christophe et Mourad sont là aussi pour aider les métiers à réfléchir avec eux ou répondre à leurs questions M365. Merci pour cette présentation assez complète, effectivement. Et juste avant de passer la parole à Christophe, qui pourra notamment revenir, j'ai déjà notamment une question sur les trucs et astuces, comment ça t'est venu à l'esprit, et comment tu fonctionnes là-dessus finalement, mais tu auras d'autres choses à dire avant. Je fais juste des commentaires, il y a pas mal de remarques dans le chat sur les différentes démos, effectivement, qui sont super concrètes et compagnie. Et puis du coup, Laurent Linard, si tu veux bien juste ouvrir ton micro, tu nous dis en interne, depuis que Teams est en place, nous faisons beaucoup de meet-up pour promouvoir les nouveautés mises en place avec Microsoft 365, des maths de process par exemple. Si tu veux bien juste dire quelques mots là-dessus, ça pourrait être intéressant. Bonjour à tous. Et tu es de quelle entreprise, pardon, Laurent? Je suis du pôle de l'habitat social à Strasbourg. Donc, c'est une entreprise, c'est une entité qui regroupe Habitation Moderne et OFEA, anciennement QShabitat. D'accord. Donc, le bailleur social. D'accord. Et donc, du coup. Et donc, aujourd'hui, nous, typiquement, le premier process qui a été digitalisé, c'est la feuille de gestion de temps. On avait une feuille de gestion de temps à remplir quand on posait des RTT, quand on arrivait en retard ou quand on partait plus tôt pour une raison X ou Y. Et c'est la première chose qui a été typiquement mise en place dans un Forms, tout simplement, un simple Forms. Voilà, le genre de petits outils qui font gagner un temps énorme à tout le monde, quoi. Et tu fais des meet-ups pour présenter plusieurs réalisations, ou c'est au fur et à mesure de différentes non, en fait, c'est des meet-ups plus comme vous disiez, des meet-ups de démos et de trucs et astuces, ce genre de choses. Souvent, c'est des meet-ups de 30 minutes, 35 minutes, et c'est juste vraiment pour monter un point précis. Une nouveauté dans Teams, les workrooms par exemple, dans Teams, pour pouvoir faire des rooms, voilà, ce genre de choses. D'accord, ok. Merci pour ces remarques. Christophe, ça aussi, ça va te parler. Donc, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots et présenter un petit peu
ATO, ICS, ou en tout cas AICS. Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors je suis un petit peu gêné, Bernard, parce que Marc et Laurent et Emmanuel ont déjà dit tout ce que je voulais dire, donc à part la présentation. Non, t'en fais pas. Mais on est totalement en phase de toute façon. AICS, ATO ICS, c'est une société relativement jeune, mais qui a déjà bien grandi un an après. On est ce qu'on appelle un pure player Microsoft et on est partenaire Microsoft Gold sur la productivité cloud, c'est-à-dire toute la brique Microsoft 365. Et on est partenaire Silver sur tout ce qui est développement au travers de la Power Platform, donc Power Apps, Power Automate, etc. On existe depuis 2 ans et on a déjà pas mal de clients, etc. Et on est vraiment spécialiste sur ces 2 plateformes avec une troisième thématique qui commence à pointer très sérieusement, c'est Azure. Donc, le cloud un peu plus large que Microsoft 365 et la Power Platform, avec notamment des développements qui sont... Je t'entends plus, Christophe. Ah, vous m'entendez là? C'est bon? Allô? Oui, là, de nouveau, oui. Ouais, oui, on t'entend de nouveau. Vas-y. Mon vieux casque, trop usé par les teams. Vas-y. Donc, je disais, on développe la thématique Azure de plus en plus, avec notamment de la recherche et du développement sur l'Internet des objets dans Azure, etc. Donc, ATO ICS, c'est une centaine de clients, en France principalement, mais également en Europe, Luxembourg, Suisse, Belgique, Allemagne également. En gros, on a réalisé ou on est en train de réaliser 300 projets, missions, et on a déjà touché à peu près 100 000 utilisateurs au travers de cette centaine de clients. Ok. Et donc 3 idées, effectivement. C'est là où je disais que c'est de la redite. Non, c'est chaque fois un peu différent. Je pars du principe, et certains autour de cet écran connaissent mon discours, hein. Faites votre liste de courses, c'est vraiment l'idée de dédramatiser un petit peu la multitude d'applications disponibles dans l'environnement, de simplifier les choses et de leur dire en gros qu'il y a très souvent une ou plusieurs applications qui peuvent répondre à un besoin spécifique ou à un questionnement spécifique. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est une boîte à outils et ça n'est qu'une boîte à outils. Et l'idée, c'est d'utiliser le meilleur outil pour un usage précis. Il y a une chose qui me semble importante, c'est qu'il faut accepter de perdre un peu de temps au départ, et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, hein, mais on a du mal à faire accepter de perdre un peu de temps pour après en gagner énormément. Et ça, c'est pas un combat, mais c'est un discours que je tiens tout le temps chez tous les clients, pas seulement ES, c'est que il faut prendre un peu de temps pour se poser, pour réfléchir, et ensuite on va gagner un temps fou dans l'exploitation tout simplement des outils. Alors là, je prends ma casquette innovation parce qu'effectivement, quand on est dans l'innovation, avant de commencer, on se dit toujours c'est les 5 why. Mais pourquoi, quel est votre besoin? Essayer de faire exprimer aux gens ce dont ils ne sont pas souvent conscients, c'est quel est leur vrai besoin, parce qu'ils voient souvent une réponse outil. Et effectivement, c'est les aider à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent induire comme changement, etc. Et c'est un peu toutes ces questions, notamment qu'on voit avec nous quand on rencontre avec toi et Emmanuel les entités en ce moment. Et le dernier point, donc, qui est commun à tout le monde, je pense. J'aime bien l'exprimer comme ça. Microsoft 365 n'est pas un jouet pour l'informatique. C'est pas quelque chose qu'on donne à manger à l'informatique pour qu'eux testent dans leur coin. C'est un outil multifonction pour les utilisateurs. Et là, je rejoins totalement tous ceux qui ont parlé avant moi. C'est une mise à disposition pour les utilisateurs, pour leur travail à eux, et pas du tout pour faire plaisir à un département informatique pour tester des choses. Voilà.
Ok, ben merci. Christophe, avant de passer aux questions, je voudrais juste, du coup, Stéphane, est-ce que tu aurais des réactions par rapport à parce que nous, en gros, Emmanuel et Christophe ont rebondi sur vos présentations à Stéphane et Marc, et donc est-ce que vous avez envie de réagir, notamment par ce qui a été dit par Emmanuel ou Christophe? Stéphane ou Marc, alors, je sais pas, Marc, peut-être. Ouais, je vais peut-être juste réagir effectivement donc par rapport à ce que disait effectivement Emmanuel en fait sur l'importance de l'humain et l'importance de la communication et le triptyque IT, communication, service RH, élément vital avec derrière une implication des directions métiers parce que c'est les directions métiers qui ont les besoins en fait, c'est pas l'informatique qui a les besoins de savoir qu'est-ce que les utilisateurs dans les différents services ont besoin, c'est vraiment une implication des directions métiers et des managers donc effectivement je plus soit tout ce qui a été dit. Après, ce que je mettais, juste simplement, effectivement, comme le disait Christophe, effectivement, c'est la liste de courses. Souvent, les utilisateurs se brident naturellement dans leur expression de besoin en pensant que les choses ne sont pas possibles. Alors qu'il faut se libérer complètement et c'est pour ça que je parlais vraiment plutôt de liste au Père Noël parce qu'il ne faut pas hésiter à rêver. Après derrière, c'est s'appuyer sur des sachants qui peuvent être effectivement des champions en interne ou des personnes qui accompagnent la structure, qui savent ce que l'on peut faire ou ce que l'on pourra faire. Donc c'est assez important effectivement. Et d'ailleurs, quand nous, on organise des démos 30 minutes chez nous également, un tiers du temps est justement ce qu'on demande justement à ceux qui présentent les réalisations, d'expliquer la genèse, quel a été le problème posé, la situation avant, pour mieux comprendre la situation et ce que ça a apporté les différentes réalisations. Voilà. Ok, du coup, je vous ai préparé une liste de questions, mais pour vous, mais également dans le chat, n'hésitez pas à réagir à mes questions. Alors aujourd'hui, quand on parle dans ces nouveaux défis autour de Microsoft 365, est-ce que ça re-questionne la raison d'être de l'entreprise? Est-ce que ça re-questionne les valeurs? Est-ce que cette notion de collaboratif en termes de management, pour vous, vous le vivez comment chez LK notamment, par exemple, Stéphane? Alors, ça ne remet pas en question la raison d'être de l'entreprise ni les valeurs, mais par contre, je pense que l'aspect collaboratif peut permettre de les mettre plus en pratique. Et justement, je pense que le travail justement sur les valeurs de l'entreprise, on a eu cette chance-là de le faire en amont, le travail sur les valeurs. Et donc, du coup, ça a été intéressant. Et on est toujours en fait dans cette idée de... J'ai beaucoup aimé l'idée tout à l'heure qu'a donnée Emmanuel de dire qu'on est au service de nos clients quasiment tout le temps, mais des fois on oublie un peu les collaborateurs. Et je pense que ça, justement, la valeur, c'était de se dire, on peut aussi, grâce à M365, servir nos collaborateurs avec nos valeurs de notre entreprise, notre mission, notre raison d'être. Et c'est vraiment un outil qui peut le simplifier. Voilà, c'était un peu notre idée là-dessus. D'accord. Marc, une remarque là-dessus? Ouais, alors moi c'est plus effectivement sur la notion que je mettrai en avant, c'est plus la notion de culture d'entreprise effectivement qui a remise en avant parce que c'est toute une approche complète de culture et de vraies transformations. Et on parlait de télétravail tout à l'heure, de travail de plus en plus en hybride. Dans certaines structures, ça bouscule vraiment des postures, des postulats qui ont été pris et c'est important de peut-être de se repositionner sur cette notion de culture d'entreprise qui va derrière découler effectivement sur la notion de valeur et tous les éléments qui ont été évoqués. Ouais. Emmanuel, une remarque là-dessus? Ou pas? Micro, Emmanuel, je ne sais pas. Non. Sinon, j'en profite du coup, parce que Catherine Philibert est quand même pas mal orientée sur ces questions autour des RH notamment. Excuse-moi, Bernard. Ah, pardon. Ouais, excuse-moi. J'arrivais pas à ouvrir mon micro. Ça m'arrive de temps en temps. Je pense qu'en effet, la raison d'être de l'entreprise chez nous, elle est claire. On a une ambition d'être l'énergéticien régional durable
durablement engagés dans la performance économique, la transition énergétique du territoire. Donc, je ne pense pas que ça remette en cause la raison d'être, mais ça va nous aider justement. Et il faut que les collaborateurs en prennent conscience et les managers aussi et l'équipe dirigeante aussi. Sachant que les nouvelles méthodes de travail, etc., font partie des 4 axes stratégiques de la boîte aussi. Et donc, on est dans ce cadre-là. Oui, j'en profitais puisque Catherine Philibert, si tu veux bien, en parler, parce que finalement, tu as une approche très RH déjà au départ. Donc, si tu veux réagir. Oui, Catherine. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Oui, moi, effectivement, c'est plutôt le domaine RH qui est dans mon approche, puisque je ne suis pas quelqu'un de technique. D'ailleurs, je fais intervenir régulièrement des personnes techniques, comme Marc d'ailleurs, en l'occurrence. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, pour moi, la transformation, alors dite digitale, alors avec toutes les limites qu'on peut mettre autour de ces vocables, pour moi, il y a alors l'adoption des outils, ça c'est nécessaire. Et quand on dit l'adoption, c'est pas effectivement une simple consommation passive. Que cette adoption, elle a une influence certaine dans les méthodes et la manière de travailler, mais très souvent dans les entreprises, enfin moi je l'observe chez mes clients, on s'arrête là. Mais ça s'arrête pas là, parce qu'en fait ça change même notre mentalité, ça change même la manière dont on conçoit sa culture d'entreprise, sa relation aux autres, la circulation de l'information vers les autres. Je caricature peut-être, mais on a beaucoup été en bilatéral avant. Là, on est vraiment dans le multilatéral et le collaboratif. Marc rebondissait tout à l'heure dans le chat avec ce que les start-upers appellent le fail fast. Ben oui, on teste, on avance en marchant dans cette transformation. Et donc, quand on échoue ou quand quelque chose se passe pas comme ça devrait se passer, c'est une info. C'est pas un échec, c'est une information. Et ça, moi, il me semble quand même que dans la manière de penser, on est vraiment en train de prendre une grosse inflexion dans les entreprises. Est-ce que si je te dis ou si je vous dis que avant, il y avait quand même une sacrée séparation avec ce qu'on vivait dans nos vies privées avec les outils qu'on utilise et le monde professionnel, et qu'aujourd'hui, ça a tendance fortement à se rapprocher, notamment par ces outils collaboratifs. Ouais, et donc par les manières de fonctionner. Oui, et puis le fait aussi de pouvoir communiquer le fait de pouvoir communiquer de manière asynchrone beaucoup plus facilement, toutes ces choses-là. Par contre, après, moi j'entends aussi beaucoup parler dans les entreprises du droit à la déconnexion, qui est aussi un vrai problème pour les RH. Si on prend un sensible, effectivement. Ouais. Ça fait peut-être partie des règles, Stéphane, dont tu parlais au début. Oui, tout à fait, c'est intéressant. On en a parlé, en fait, justement. Ça a été des remarques qui nous sont remontées, de se dire, parce qu'effectivement, nombreux de nos collaborateurs ont installé la version, très clairement Teams, sur leur smartphone personnel. Et beaucoup ont dit, oui, bon, il y en a certains qui travaillent en soirée, mais moi, j'ai pas forcément d'être alerté. D'ailleurs, il y a une super fonctionnalité, merci Marc de nous l'avoir appris, on peut vraiment paramétrer les jours où on souhaite être alerté, les horaires, etc. Et c'est une information qu'on a passée aux équipes. Et c'est vrai que c'est un peu des fois peut-être le danger aussi de cette plateforme-là, c'est le multi-device, le fait de pouvoir être connecté partout en temps réel. C'est aussi que le droit à la déconnexion peut être compliqué. Donc, mais c'est une des règles qu'on a fixées. En fait, on a effectivement formé nos équipes. Enfin, on leur a fait une petite démo, un petit meet-up pour leur expliquer comment on pouvait paramétrer Teams sur smartphone et sur autres supports d'ailleurs, pour ne plus être forcément alerté par les petites notifications, parce qu'il y en a pas mal chez nous, donc ça a été plutôt bien appréhendé. Les collaborateurs étaient contents de cette information. Marc, tu voulais ajouter des choses? Oui, non, mais j'y avais plein de remarques effectivement que je voulais effectivement rajouter. Il y en a une en particulier, mais elle me revient plus là, en fait. Donc il y en avait tellement, mais voilà, ça reviendra. Christophe, toi, si tu veux juste témoigner, parce qu'Aliès, mais pas qu'Aliès, effectivement, ce droit à la déconnexion ou ces alertes, c'est aussi un sujet, évidemment. Alors c'est un sujet et c'est
un gros sujet pour les RH, je confirme. Il y a de tout. En gros, à l'ES, il y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de message clair sur le sujet, mais je suis pas spécialiste du truc. Chez d'autres clients, j'ai clairement vu, par exemple, dans des mails, dans la signature des messages, si vous avez reçu ce message après telle heure ou le week-end, vous avez tout à fait le droit de ne pas le lire et de lire ça le lundi matin à votre retour au boulot. Donc, tout est possible. Après, derrière, c'est pour moi, tu posais la question du rapprochement utilisation vie privée et vie professionnelle. Oui, dans la simplification des outils mis à disposition, je dirais. Par contre, il y a quand même des habitudes qui ont la vie très dure en entreprise. Oui, bien sûr. Vous connaissez mon attachement très relatif à Outlook, par exemple, aux clients Outlook, que personne n'utilise dans la vie privée, mais que tout le monde dans l'entreprise utilise, alors qu'on a des webmails qui font aussi bien, voire mieux. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui sont paradoxales du monde de l'entreprise par rapport à la vie privée. Mais voilà. Je l'avais pas vu comme ça encore, celle-là. Ouais, juste pour rebondir sur cette notion vie privée, vie professionnelle, juste sur le volet adoption un petit peu en lien avec la partie formation. C'est aussi intéressant parce qu'on se rend compte qu'avant, quand on était en entreprise et qu'on avait un outil informatique entre les mains en tant que salarié, on attendait d'être formé par l'entreprise à ces outils. Aujourd'hui, on a des outils qui bougent tout le temps en entreprise. Une plateforme Microsoft 365 bouge tout le temps. Et là, on voit apparaître un petit peu des comportements que l'on a dans sa vie privée ou avec des outils type Instagram, type Facebook, ce type d'outils qui eux-mêmes bougent beaucoup et pour lesquels on n'a jamais été formé finalement. Donc finalement, on évolue dans la vie privée depuis un certain temps et depuis pas mal d'années avec ces nouveaux outils et pour autant, en entreprise, on attend quand même d'être formé pour pouvoir utiliser les outils. Donc, il y a aussi peut-être là aussi sur cette notion de culture et d'être formé, où est-ce qu'on a le droit de les utiliser. C'est les fameuses règles dont vous parliez avant. Quoi. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Allez, j'enchaîne sur mes questions. Justement, la culturation culturelle interne, au-delà des technologies, au-delà des outils et de la culture simplement, est-ce qu'il y a une acculturation sur les transformations qui est importante ou qui n'est pas nécessaire selon vous ? Comment on se projette, par exemple, c'est quoi les échanges dans l'entreprise dans 10 ans, par rapport à ce qu'on voit par ailleurs, etc. Je ne sais pas si Marc ou Stéphane. Oui, très rapidement. Enfin, oui, il y a une acculturation à l'utilisation du digital en entreprise et la prise de conscience que le digital est partout et que les comportements que l'on a face au digital sont aussi effectivement importants et tout à l'heure Christophe parlait de la notion de on envoie un mail et on demande à ne pas attendre une réponse. Il y a une prise de recul peut-être à avoir et de se dire est-ce que finalement de choisir le bon média de communication en fonction de l'urgence et du message que l'on veut faire passer et surtout aussi de faire comprendre que étant donné qu'on est en capacité de travailler de n'importe où, voire même n'importe quand, de plus en plus. Souvent, c'est pas parce que quelqu'un a envie de travailler à une autre horaire que la sienne, que le sien, qu'on est censé être perturbé. Donc là, on est plus dans des pratiques plutôt que réellement en lien avec des technologies en fait. Mais c'est des choses que l'on avait déjà fait en interne dans sa vie personnelle aussi. Tout à fait. Ouais, clairement. Du coup, ça crée de nouvelles attentes et ça m'intéresserait de voir côté LK parce qu'on monte des nouveaux outils. Du coup, il y a plein de demandes. Du coup, ça a donné plein d'idées à plein de gens. Mais bon, c'est que des projets. Il faut arriver à les gérer. Comment vous êtes organisé par rapport à ça chez LK, Stéphane? Chez LK maintenant, ce qu'on fait en fait, c'est assez intéressant. Je trouve dans la démarche, c'est qu'en fait, dans les différents services, on va avoir chaque fois en fait, dès qu'on organise des réunions ou des visios, que ce soit en présentiel ou non, en fait, on va chaque fois avoir un petit point qu'on appelle un peu nouveaux outils et technologies. Donc où là, moi j'interviens, où je réponds soit à des questions. Donc ça, c'est des fois les attentes des collaborateurs. Ça peut être
répondre à une de leurs problématiques. Hein. Donc là, c'est plus des attentes sur de la mini-formation très rapide pour répondre à leurs problématiques. Mais c'est aussi, on a organisé, et ça, je pense qu'on parlait d'avant de culture interne, on a organisé beaucoup, nous, de brainstorming. Mais finalement, c'est des idées qui nous sont venues suite au déploiement de M365, mais aussi des brainstorming sur d'autres outils métiers pour répondre en fait aux attentes des collaborateurs et dire, voilà, on a vraiment compris quelles sont vos attentes sur tel outil, tel outil, tel outil. Et ben la prochaine fois qu'on se voit ou dans les 2-3 prochaines sessions, ben moi je vais essayer d'analyser tout ça et de revenir avec des réponses vers vous. Et on s'en rend compte vraiment, on avait encore une réunion cette semaine, lorsqu'on aborde ce sujet nouveaux outils ou accompagnement dans l'utilisation des outils, on se rend compte que les équipes sont vraiment intéressées et questionnent, challenge, parce qu'elles ont compris que très clairement ça leur sert. Et ça c'est un des défis, je pense, du déploiement, c'est faire comprendre aux personnes, ça va vous être utile. Et comment vous arrivez ça, pardon, oui. Non. Et comment vous arrivez à prioriser finalement toutes ces demandes potentiellement qui peuvent venir? Bonne question. Alors nous, on utilise une méthode qui est très simple. Là aussi, je l'ai piqué à Marc, hein, désolé, hein, je ne fais que de citer depuis le début, mais une méthode qui est très simple, qui n'est pas tellement simple que ça, mais qui est assez simple à mettre en pratique, c'est qu'en fait, on met tout dans un tableau et on calcule en fait et on met une note sur l'apport à l'utilisateur, donc la valeur ajoutée à l'utilisateur, et à côté une autre note sur la complexité et le coût de mise en place. Et en fait, en faisant une moyenne de ces deux notes-là et en mettant ça dans un graphe, on arrive à peu près à prioriser en fait les attentes des collaborateurs. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a entre guillemets un top 10 à chaque fois des fonctionnalités ou des développements digitaux à déployer sur l'année. Et c'est ce qu'on est en train de construire d'ailleurs pour 2022. Et qui c'est qui note, justement? C'est les collaborateurs? Alors, sur l'aspect technique, ça va être plus l'IT qui va rentrer en compte, hein, bien évidemment, sur l'aspect IT et complexité de mise en place. Par contre, sur l'aspect apport utilisateur, là, ce qui est intéressant, c'est les collaborateurs. Et d'ailleurs, je voulais le dire tout à l'heure, mais c'est là où j'ai été déconnecté. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant, qui est très important dans le déploiement de M365, c'est le fait de recréer du lien ou de créer davantage de liens entre l'IT et les collaborateurs qui sont plus dans le métier, qui sont plus dans l'opérationnel. Je pense que c'est vrai, et nous, d'ailleurs, chez le cas, on ne le fait pas assez, on doit aller encore au-delà de ça, mais c'est une vraie opportunité pour reconnecter en fait l'aspect très technique de l'aspect très opérationnel. Donc, c'est aussi une des attentes qui peut répondre à tout ça. D'accord. Emmanuel, chez nous, on s'organise en mode projet, mais peut-être dire quelques mots. Oui, alors, oui, on s'y retrouve dans ce qui vient d'être dit. Donc, en effet, la difficulté, elle est là, c'est à faire trop envie, que tout le monde ait envie de quelque chose, mais tant mieux que les gens aient plein d'idées et plein de besoins. Donc, nous, on a deux niveaux de besoins, alors qui sont identifiés en général par Christophe ou par Mourad. Tout ce qui est inférieur à des développements de 2 jours, ça sera traité, j'allais dire, ça sera traité par Mourad et par Christophe chez nous. Alors, pour l'instant, ça va, on arrive encore à faire face. Et sinon, le reste est traité par un centre dit de compétences. Donc, on a un contrat cadre avec un prestataire externe. Et du coup, c'est comme ça qu'on gère. Et pareil, en effet, on note, entre guillemets, les projets, les demandes exactement de la même façon. C'est-à-dire le coût du développement, le coût humain, le gain pour les métiers, etc., gain en temps. Et donc, c'est la même philosophie, j'allais dire. Ok. Comment montrer, valoriser les quick wins pour faire envie? Ça, on en a parlé. Je vous propose de passer à une question suivante. Ok, un outil au service de la performance, c'est pas un outil de com. Ok, on simplifie, on optimise, mais finalement, c'est quoi la suite? Comment vous voyez la suite, notamment Marc ou Christophe, c'est quoi les questions qui vont arriver pour les boîtes qui sont très avancées dans tous ces domaines-là, en fait, qui ont déjà bien adopté, on va dire, ces outils-là? C'est complexe. Ouais, non, enfin, c'est complexe, oui et non. Ce qu'on voit apparaître, c'est qu'une fois que la partie simple de Microsoft 365 est en place, ce qu'on a souvent, ce sont des demandes de transformation métier, de transformation d'application métier. Pardon. On a toujours le sacro-saint Excel qui traîne pour faire plein de choses en plus de ce qu'il devrait faire. Et on a des vraies demandes de transformation et de mise en place de process métiers au travers notamment de la Power Platform qui apparaissent.
Et l'objectif reste le même. Une fois que les utilisateurs ont compris qu'ils travaillent plus vite et plus simplement avec des outils basiques, ils se rendent compte que même avec des outils qui demandent pour le coup un peu plus de compétences en termes de développement, il faut bien être clair sur le sujet. Power Apps, c'est pas destiné à n'importe qui, clairement, mais on a la même philosophie d'utilisation, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude d'utiliser des outils de façon simple, donc ils demandent la même chose sur des choses qui sont quand même un peu plus compliquées à mettre en place et complexes à procéder, Emmanuel, tu vas m'aider. J'aurais dit à processer, mais voilà, je suis 100% d'accord avec toi. Mais voilà, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est tout à fait positif, mais voilà, pour moi, c'est la future évolution. Ouais. Marc, tu veux apporter un complément ? Ouais, moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est la prise de conscience aujourd'hui de le fait que du temps digital dans lequel on est aujourd'hui qui s'est radicalement raccourci en fait, et que quand un utilisateur exprime un besoin aujourd'hui, il est très souvent très rapidement et on arrive très très rapidement à lui apporter une réponse, ce qui permet aussi d'être dans un cercle un petit peu vertueux et de lui redonner confiance aussi vis-à-vis des relations qu'il peut avoir avec un service informatique, où par le passé on l'a tous vécu, de poser des questions à l'informatique qui mettaient du temps à répondre parce que les solutions n'étaient pas là pour répondre rapidement à ces problématiques-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Power Platform, comme l'expliquait Christophe, effectivement apporte beaucoup de choses. Ce que l'on voit de plus en plus aussi arriver, c'est la dimension automatisation des tâches qui va aussi de plus en plus émerger dans cette approche, et on est dans une transformation aussi du coup de l'IT. Je rebondis du coup par rapport à une question que je vois de la part de Laurent en fait, sur la côté DSI, comment garder la main sur les développements. Il y a une gouvernance effectivement à mettre en place spécifique sur ces environnements-là, et là on est aussi dans une transformation, non pas des directions métiers, mais transformation aussi de l'IT en fait, qui a besoin de se positionner dans ce temps digital, dans ce nouveau temps digital en fait, qui va beaucoup plus vite. Donc là, le côté informatique, il y a aussi besoin de se réorganiser pour être en capacité de répondre à ça. J'ai juste une remarque, effectivement, par rapport à la question de Laurent, comment garder la main, nous, effectivement, on a vu des nouvelles compétences, donc des gens qui commencent à développer de leur côté des applis, des process, à simplifier des process, etc. Le problème se posera le jour où ils vont partir à la retraite, ou ils vont être mutés ailleurs, ou en cas de maintenance. Et donc, c'est pour ça, peut-être, Emmanuel, que justement, l'équipe d'accompagnement au niveau de l'informatique a été organisée, en fait. Oui, on parle là, c'est un mot qu'on n'a pas encore prononcé, mais de shadow IT, les gens qui font des petits développements dans leur coin, et l'informatique pour des raisons historiques ou pour des raisons d'éloignement de l'informatique avec les métiers, ce qui n'est pas quand même trop le cas chez nous. On peut avoir en effet ce développement, d'où l'intérêt de communiquer sur les réalisations faites et sur les personnes qui ont fait ces réalisations, parce que ça donne de la visibilité. Ça nous permet aussi de voir ce qui se fait et de les accompagner, parce que en général ces champions ils commencent, mais parfois ils s'arrêtent un peu au milieu du gué. Ils pourraient aller plus loin s'ils se rapprochaient justement de Power Platform ou d'échanges avec Christophe ou avec Mourad. Donc oui, en effet, c'est très clair que c'est une problématique. Ouais. Alors, une des questions qui se pose aussi par rapport à Microsoft 365, mais la digitalisation d'une manière générale, les transformations, il y a des gens qui sont... Alors, il y a les geeks, il y a ceux qui adoptent assez rapidement, ceux qui adoptent, mais il y a des gens qui sont en dehors, quoi. Et on l'a vu pendant le confinement, ça a été potentiellement un problème. Comment c'est abordé ? Est-ce que vous en êtes conscient conscient bien sûr, côté LK, comment vous gérez cette partie-là ? En toute transparence, pour l'instant, ça ne nous est pas trop arrivé. Ceux qui souhaitaient pas trop suivre j'en ai pas eu qui ne souhaitaient pas suivre la mouvance. Ça, très clairement. D'accord. On en a eu certains qui ont pris plus de temps à comprendre l'utilisation. Donc là, ça a nécessité un accompagnement personnalisé. Là, je pense qu'il faut leur montrer qu'on est là pour les accompagner, qu'on est là pour les aider. On va avoir ces fameux utilisateurs qui vont poser plein de questions parce qu'ils aiment bien l'outil aussi et qui vont un peu des fois aller dans tous les sens.
c'est parfois ceux-là ils sont in, mais ils vont un peu dans tous les sens. C'est parfois eux qui sont plus compliqués à gérer. Après, sur l'idée globale de la digitalisation, je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop vite. C'est peut-être l'erreur à faire. Il ne faut pas aller trop vite, il faut aller vraiment à la vitesse des collaborateurs dans leur globalité. Il y en aura toujours qui voudront aller plus vite que les autres, mais il faut toujours penser collectif et pas penser individuellement pour pas non plus créer de gap trop important entre les différents usages, en fait. C'est surtout ça. Emmanuel, un commentaire là-dessus? Oui, je compléterai assez volontiers. En effet, c'est un réel problème, surtout avec 1300 collaborateurs. Et il faut, je dirais, c'est essentiel que le manager, bien entendu, soit dans la boucle, mais il faut pas avoir des certitudes. Dire, ah bah, t'es jeune, tu sais utiliser, t'es jeune, tu veux y aller, t'es jeune, tu fais du Facebook, tu vas nous faire du Yammer. On se rend compte qu'en fait, c'est pas homme ou femme ou jeune vieux, faut pas faire ce genre de catégorisation. Il faut pas avoir d'idées toutes faites. Donc, il faut vraiment se rapprocher du manager et sensibiliser le manager ou les utilisateurs reconnus dans les équipes pour identifier ces personnes. Et c'est un réel souci, en effet. Catherine, si tu es toujours avec nous, d'un point de vue RH, évidemment, c'est une grosse préoccupation potentielle. Catherine, je ne sais pas si elle est encore avec nous, je ne vois pas sur le chat. Bon, c'est pas grave. Si, elle est là. Ah, pardon. Catherine, si tu veux réagir. Non, on va enchaîner, c'est pas grave. Mais juste peut-être un petit commentaire par rapport à cela. Effectivement, hein, c'est le côté humain, hein, et on est vraiment là sur de la conduite du changement et l'accompagnement au changement et de la posture et de les réactions que peut avoir tout un chacun. Et je suis assez d'accord à ce que disait Emmanuel. Hein, on a souvent mis en avant en fait l'aspect générationnel. Alors oui, effectivement, on peut se dire dans une majeure partie des cas, les réflexes d'usage sont différents selon que l'on soit une génération X, Y, Z. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est pas une règle immuable. Hein. J'ai vu des clients dans lesquels il y a des jeunes vieux et d'autres clients dans lesquels il y a des vieux jeunes aussi. Hein, donc, je pense que voilà, il faut. Il y a une forte proportion effectivement, mais cela dit, c'est pas une règle immuable, quoi. Alors demain, j'organise encore un webinaire à 11h sur justement les réunions hybrides, distancielles, présentielles, où on abordera aussi ces questions-là, et notamment Steelcase qui est sur la partie mobilier, équipement de bureau, qui résonne en termes de persona, mais c'est aussi une approche qu'avait Catherine. Quels sont justement comment est-ce qu'on peut créer des personas, des profils comportementaux finalement par rapport à que ce soit sur ces nouvelles approches physiques ou que ce soit sur ces nouvelles approches virtuelles. Du coup, Catherine, je vois que tu nous as rejoint, si tu veux, parce que tu l'as bien abordé. C'est toi qui nous en avais effectivement parlé. Alors, je voudrais quand même revenir aussi sur l'approche générationnelle, avec toutes ces lettres X, Y, Z, entre les digital natives et les autres. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que pour eux, ce sont des rois de la communication, puisque ce sont les rois des outils digitaux, enfin, nous semblerait-il. Et pourtant, moi, je suis pas trop d'accord. En plus, j'enseigne à des étudiants en L2 et en M1, et on s'aperçoit que ils ont une connaissance des outils, des réseaux sociaux, etc., qui est utilitaire, mais je trouve qu'ils n'ont pas la culture qui va avec. Qui va avec pour faire une communication fluide. Et quand je dis communication, c'est pas publicité, hein, c'est circulation de l'information. Donc effectivement, faire des personas en fonction du générationnel, je trouve que c'est un exercice un peu compliqué. Alors, c'était pas dans ma question, c'était pas en termes générationnels. Hein, c'est justement, quels sont les profils de comportement, et on oublie les générations, on oublie, mais quels sont, sur les profils de comportement, moi, je partirais plutôt sur les différents degrés d'adoption, la propension, l'appétence. On parlait de geek tout à l'heure.
c'est clair quand même, hein, quand on observe, on a plus de chances de trouver des geeks dans les toutes nouvelles générations que dans les plus anciennes. Mais moi, je dirais plutôt l'appétence, l'envie d'innover, l'audace, pas peur de l'échec, pas peur de se rater, etc. C'est ça. C'est plutôt sur la courbe d'adoption que je ferais une nuance. Merci. Il est 12h26. Il me reste 4 minutes. Alors, j'ai quelques questions encore. Je vais vite poser si quelqu'un veut réagir. On le voit, mais ça, nous, on l'a vu côté ES. Alors, c'est peut-être Emmanuel, tu peux peut-être répondre à cette question. On a beaucoup parlé en termes de collaborateurs, mais tu citais l'exemple, par exemple, au photovoltaïque. Du coup, c'est des possibilités aussi pour les clients externes avec ces nouveaux outils. Oui, c'est juste, ça peut être fabuleux quand on veut faire des choses un peu quand même relativement standards, j'allais dire. J'avais un point, j'ai oublié de rebondir, mais là où je crois que c'est Marc qui disait maintenant les choses vont beaucoup plus vite quand les collaborateurs demandent quelque chose. La difficulté que nous on va avoir, c'est quand on va demander, quand les utilisateurs vont demander des développements sur des outils en place. Vous savez, les gros outils de gestion où il faut à peu près 1 an ou 2 pour les faire bouger. J'exagère à peine. On va avoir cette problématique. Donc, ça ne répond pas à la question. Mais oui, pour les clients externes, eux aussi utilisent M365. Donc, eux aussi ont une autre fluidité avec ces outils. Donc, du coup, le parcours utilisateur est aussi plus simple pour eux. Et nous, on a aussi des outils qu'on peut développer beaucoup plus rapidement pour nos clients. Et juste, Marc, si tu veux, dans l'accompagnement des entreprises, justement, c'est cette notion, OK, on fait bouger l'interne, et du coup, les interactions avec l'externe arrivent au bout d'un moment, tout de suite, plus tard. Alors, elles arrivent plus tard ou alors elles ont déjà démarré en amont. Parce que quand on parle de transformation numérique dans les sociétés, en fait, beaucoup se sont d'abord positionnés sur la relation client. En fait, se sont déjà focalisés sur de l'externe dans un premier temps. Et là, quand on est en déploiement d'une solution comme M365, on est beaucoup plus focalisé sur le collaborateur, sur l'interne, en fait, sur cette partie-là. Et a besoin après effectivement de rejoindre les deux mondes. Et c'est là que la dimension, peut-être la dimension réseau social interne, tu parlais de Yammer tout à l'heure, peut permettre de faire le lien entre les deux parce que finalement la relation avec le client externe, alors je pense client externe qui est la vision ultime d'une personne qui est extérieure à la société, là où je verrais peut-être une relation beaucoup plus de proximité, enfin beaucoup plus rapide, qui va se déployer beaucoup plus rapidement, c'est de la relation avec des partenaires externes. Où là, on sera plus sur de la collaboration partenaire. Et là, je pense qu'il y a des choses qui vont effectivement permettre d'étendre l'entreprise à faire en sorte que des partenaires externes soient plus ou moins considérés comme des collaborateurs internes. Je le verrai plus à très court terme sur cette dimension-là. C'est des notions d'entreprise étendue. Si je peux rebondir là-dessus sur ce que vient de dire Marc. Actuellement, à l'ES, il y a une étude effectivement sur l'utilisation d'une fonctionnalité qui s'appelle le B2B. J'en ai parlé à Emmanuel déjà. Et c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place pour les collaborateurs DS Énergie, de services énergétiques, pardon. Ouais, tout à fait. Bon, j'avais différentes questions. J'en ai juste une dernière que je vous propose. Est-ce qu'il y a de nouvelles compétences? Si je prends côté ES, on voit les facilitateurs pour cette intelligence collective. On voit un peu des experts internes, Power, Automate et autres, qui viennent en soutien ou en tout cas à organiser avec l'informatique parce qu'ils ne sont pas à l'informatique. Comment vous voyez ça côté, je sais pas, LK, par exemple? Il y a des nouvelles compétences, Stéphane? Oui, très clairement. Justement, sur les personnes qui sont porteuses de projets, ça leur a apporté de nouvelles compétences. Je ne parle même pas tant d'aller jusqu'à la Power Platform, mais même si on se limite à SharePoint. Aujourd'hui, c'est plus, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est plus à l'IT de piloter le collaboratif dans l'entreprise, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est certains utilisateurs plus aguerris ou, comme vous avez appelé avant les champions, qui vont, eux, pouvoir avoir une gestion autonome. Donc, ça leur apporte de nouvelles compétences. Et c'est souvent des collaborateurs qui sont issus du terrain et qui sont dans l'opérationnel. Donc, c'est souvent aussi plus facile pour les personnes qui ont des demandes de se rapprocher d'eux. D'accord. Et question à Marc, comme ces nouvelles compétences, ils se créent en communauté, sous Teams, sous d'autres formes. C'est quoi le constat que tu vois?
Ouais, il y a un besoin d'animation de cette communauté en fait, qui est effectivement à un niveau un peu au-dessus des autres, qui vont beaucoup plus vite, qui ont adopté des réflexes qui sont différents, et autant le volet communication de faire des retours de tips qu'on a évoqué tout à l'heure pour tout un chacun, pour l'ensemble des utilisateurs, il y a effectivement au niveau de cette communauté de champions de leur donner un autre niveau d'information et de leur donner peut-être une visibilité de choses qui sont à venir dans la plateforme pour pouvoir anticiper un certain nombre d'évolutions de la plateforme et prendre de l'avance, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement la notion de délai devient un petit peu critique, et l'exigence vis-à-vis des délais, si on est en capacité de l'anticiper, on gagne un petit peu du temps aussi. Alors la brique Delve de Microsoft 365 permet notamment d'auto-déclarer ses compétences, qui peuvent faciliter aussi de les trouver en interne. Complètement. J'en profiter juste. Voilà, écoutez, il est 12h31, il y a eu pas mal d'échanges. Ce que je vous propose pour pas avoir trop de retard, c'est une toute dernière question. En tout cas, déjà, merci à tous les intervenants. Et puis finalement, pour les participants, comment vous trouvez plutôt en ce moment, ici et maintenant. Voilà, donc je vous laisse... J'ai ma petite idée. En tout cas, franchement, merci pour les interventions. Je pense qu'elles étaient bien complémentaires, des approches différentes et pourtant très, très complémentaires. Voilà. En tout cas, merci à toutes et tous. Et puis, du coup, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Et puis, le replay sera disponible prochainement. On vous en fera part à ce moment-là. À très bientôt. Merci à tous et merci Bernard. Merci pour bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.